President Donald Trump is now weighing in after Republican Representative Marjorie Taylor Greene announced her resignation from Congress Friday night. This comes after a very public fallout with President Trump over the vote to release the Epstein files. The Georgia representative spent 5 years in Congress and was once one of Trump's biggest supporters. The president responded with a post on Truth Social calling her a traitor. Depuis fin décembre, le silence qui régnait entre les alliés de l'exécutif a commencé à se rompre de manière visible et documentée au sein du Congrès. La session à huis clos qui s'est tenue le 29 décembre au Congrès a été marquée par une lecture qui a modifié la dynamique interne d'un bloc partisan jusqu'alors cohésif. 47 parlementaires, dont 16 membres de la base gouvernementale elle-même, ont signé un document demandant, de manière directe et formelle, la démission du président en exercice. Ce geste, inhabituel dans sa forme et son contenu, a rompu avec un silence institutionnel qui avait prévalu même lors des récentes crises. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Dès les premières heures qui ont suivi la lecture publique de la lettre, on a observé un mouvement coordonné entre les dirigeants parlementaires et les conseillers juridiques, indiquant que cette initiative n'était pas un acte isolé de dissidence, mais plutôt une étape calculée d'une réponse collective à un document jusqu'alors restreint à des environnements de sécurité renforcés. Selon des sources ayant accès au mémorandum qui a motivé la lettre, son contenu fait état d'une ingérence délibérée de l'exécutif dans les autorisations opérationnelles du ministère de la Défense, dans le but de lier les décisions militaires à des manifestations publiques de soutien politique de la part de commandants de haut rang. La gravité, suggérée par le texte, a donné lieu à des interprétations qui dépassent les divergences partisanes traditionnelles. La lecture du document en séance plénière par un membre du Congrès, connu pour son soutien à l'administration, a renforcé le sentiment que les limites de la gouvernabilité étaient mises à l'épreuve d'une manière sans précédent. Les réactions qui ont suivi ont confirmé le caractère inhabituel de cette initiative. Les membres de la commission des forces armées qui ont participé aux discussions internes au cours des 48 heures précédant la lecture ont rapporté que la décision de rendre la lettre publique avait été précédée d'une série de réunions d'examen technique et juridique, avec le soutien de conseillers législatifs et d'experts en droit constitutionnel. Parmi les points soulignés, on note la mention explicite dans le mémorandum d'instruction visant à ce que certaines opérations dans des zones à risque soient suspendues jusqu'à ce que les officiers militaires acceptent de participer à des événements organisés par des dirigeants politiques liés à la campagne présidentielle. La formulation de la lettre, bien que prudente dans son langage, indique que cette pratique a compromis l'autonomie stratégique de l'appareil militaire et créé un précédent qui remet en cause les principes établis de contrôle civil sur les forces armées. Un passage spécifique du document souligne que la subordination de la défense nationale à des objectifs électoraux représente une rupture avec le devoir constitutionnel de garantir des décisions fondées exclusivement sur la sécurité et l'intérêt collectif. Le simple fait que des parlementaires des deux partis aient signé le texte renforce l'idée que cet épisode ne se limite pas à un conflit politique, mais reflète une préoccupation systémique quant à l'intégrité du processus décisionnel en matière de sécurité nationale. C'est dans ce type d'environnement qu'un suivi analytique continu devient indispensable. Pour ceux qui cherchent à comprendre les développements institutionnels dans leur complexité réelle, sans raccourcis rhétoriques ni conclusions artificielles, cet espace éditorial offre une couverture basée sur des faits documentés et des interprétations contrastées. Même si la lettre n'a pas d'effet juridique immédiat, son impact a été amplifié par son origine bipartisane et le choix des signataires. Beaucoup d'entre eux occupent des postes stratégiques dans des commissions influentes et évitent historiquement les ruptures ouvertes avec le pouvoir exécutif. Le silence subséquent de la Maison-Blanche face aux accusations centrales a contribué à accroître la tension, car il n'y a eu, jusqu'à présent, aucune réfutation documentaire ou technique du contenu du mémorandum. Au lieu de cela, les déclarations publiques se sont limitées à disqualifier les auteurs de la lettre sous des arguments politiques génériques, évitant toute référence directe au document qui a déclenché la crise. Ce type de réaction, qui vise à discréditer les interlocuteurs sans aborder directement les éléments de fond, a été interprété par les analystes comme un signe que l'administration cherche à gagner du temps tout en évaluant le degré d'adhésion interne à la motion de démission. Dans le même temps, les dirigeants républicains qui n'ont pas signé la lettre ont entamé des consultations informelles avec leurs électeurs et leurs conseillers juridiques, selon les informations recueillies par les journalistes qui suivent les coulisses du Congrès.
Ce mouvement parallèle, bien que encore discret, suggère que l'épisode aura des répercussions progressives, à mesure que le contenu du mémorandum sera connu par d'autres parlementaires. C'est dans ce contexte que le fonctionnement du Congrès a commencé à refléter un nouveau degré de convergence institutionnelle, les commissions permanentes et les organes de contrôle activant des dispositifs rarement utilisés dans les situations de conflit entre les pouvoirs. À partir de la publication de la lettre, le comité de supervision législative, en coordination avec la commission des affaires constitutionnelles, a entamé une révision croisée des protocoles qui régissent le dialogue entre l'exécutif et le haut commandement militaire, sur la base de précédents enregistrés lors de crises impliquant des décisions opérationnelles sensibles. Parmi les paramètres d'analyse figurent les rapports produits après les épisodes de tension entre le gouvernement et le ministère de la Défense lors des transitions présidentielles des cycles précédents. Une étude technique préliminaire, commandée par le Congrès lui-même, a révélé que la dernière fois qu'un mémorandum classifié a suscité un tel mouvement, c'était lors des débats sur la destitution de hauts fonctionnaires dans le cadre d'enquêtes sur l'ingérence étrangère dans les affaires de l'État. La différence réside toutefois dans le contenu et la manière dont il a été reçu en interne. Selon les sources consultées, la lecture du document actuel était accompagnée d'un conseil juridique continu dès l'ouverture de la session restreinte, avec un protocole d'enregistrement formel des avis émis pendant la lecture technique. Cela indique un niveau de préparation inhabituel et une attente que les développements seraient, dès le début, traités comme une question de risque institutionnel. Cette convergence aide à comprendre la position prudente, mais réactive, adoptée par certains secteurs du ministère de la Défense, qui dans les heures qui ont suivi la réaction publique, ont évité de faire des déclarations, mais ont renforcé les communications internes, réitérant leur engagement envers la légalité, l'autonomie fonctionnelle et le respect des ordres réguliers. Des sources du secteur du renseignement militaire, interrogées sous couvert d'anonymat, ont rapporté qu'il y avait eu des instructions pour revoir, en interne, l'historique des autorisations récentes d'opérations sensibles, afin d'identifier d'éventuelles incohérences entre la chaîne de commandement formelle et les décisions prises ces dernières semaines. Parallèlement, les membres du Conseil national de sécurité ont entamé un processus de vérification croisée des registres de communication entre les cabinets de l'exécutif et les commandements opérationnels dans au moins 3 régions où des détachements américains sont en mission de surveillance. Il n'y a pas encore de confirmation officielle des résultats de ces vérifications, mais le simple fait que ces procédures aient été mises en place montre que le mémorandum n'a pas été traité comme un épisode politique ordinaire, mais comme un vecteur potentiel d'instabilité administrative et juridique. L'ouverture de telles vérifications, même sous le sceau du secret, déclenche des mécanismes qui exigent un suivi de la part du Congrès, ce qui justifie l'action des parlementaires qui cherchent à augmenter le nombre de signatures sur le document original. Parmi les fondements juridiques invoqués par les analystes législatifs, il convient de souligner la doctrine de la responsabilité fonctionnelle du commandant en chef, selon laquelle le président, bien qu'il dispose d'une large autorité sur les décisions militaires, est lié au principe d'impartialité administrative et de suprématie de l'intérêt public. Cette interprétation, consolidée par des décisions antérieures de la Cour suprême dans des contextes de guerre et de crise institutionnelle, établit que toute utilisation des moyens militaires à des fins privées, électorales ou partisanes constitue un abus de fonction publique. Des juristes liés au Centre d'études constitutionnelles de l'Université de Georgetown ont publié une note technique soulignant que, bien qu'il n'existe aucune règle spécifique interdisant les contacts directs entre le président et les officiers supérieurs, tout ordre subordonnant l'exécution d'actions militaires à des contreparties politiques peut être considéré comme une infraction au Code fédéral de conduite administrative. Ce point est considéré comme sensible, car il implique non seulement l'interprétation de normes juridiques, mais aussi la reconstruction d'intentions et de motivations, ce qui nécessite une enquête approfondie, avec une analyse documentaire et testimoniale. C'est pourquoi l'envoi de la lettre, en tant que document politique, était, selon ses auteurs, la seule voie possible à ce moment-là, car il n'y a pas encore suffisamment d'éléments procéduraux pour soutenir une initiative d'une autre nature. Pour ceux qui suivent de près l'architecture institutionnelle américaine, comprendre ces niveaux de fonctionnement et leurs limites permet de distinguer les ruptures réelles des bruits momentanés. Ce canal s'engage à fournir une lecture qualifiée et continue, offrant un contexte là où d'autres n'offrent que des conflits. Un autre élément qui a contribué à l'intensification des tensions a été la réaction de l'exécutif lui-même, qui a choisi de concentrer sa réponse sur la délégitimation des signataires,
en évitant toute mention directe du contenu du mémorandum. Au lieu de diffuser une version alternative des faits ou de présenter des arguments techniques sur la prétendue incohérence de la dénonciation, la Maison-Blanche a publié des notes accusant les parlementaires de se soumettre à un récit artificiel alimenté par des secteurs opposés au gouvernement. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... Pour contenir la diffusion du sujet parmi les canaux institutionnels. Plusieurs chefs de cabinet de parlementaires alliés ont signalé une augmentation significative du nombre de messages d'électeurs demandant une prise de position sur l'affaire. Parallèlement, des associations de militaires de réserve ont commencé à publier des communiqués publics demandant le respect de l'indépendance opérationnelle et la clarté dans les décisions de commandement. Des termes qui, bien que diplomatiques, ont été interprétés comme des manifestations indirectes de préoccupation quant au contenu du document divulgué. Ces manifestations ont trouvé un écho dans la presse internationale, avec des éditoriaux publiés dans des médias de référence suggérant que les États-Unis traversent une période de redéfinition de leurs paramètres de contrôle civil sur la structure militaire. À partir de là, les organes de contrôle ont commencé à discuter en interne de la mise en place de dispositifs d'écoute institutionnelle, tels que des audiences publiques avec des représentants des forces armées et la convocation de conseillers juridiques indépendants pour émettre des avis sur les limites constitutionnelles de l'autorité exécutive dans un contexte électoral. Bien qu'il n'y ait encore aucune prévision quant à la date de ces audiences, la simple possibilité de leur programmation a déjà des effets sur la stabilité des relations entre les pouvoirs. Le fait que le Congrès envisage d'entendre sous serment des membres de la chaîne de commandement militaire représente un tournant significatif dans la manière dont on interprète la gravité de l'épisode. Il ne s'agit pas seulement d'enquêter sur l'origine d'un document ou la véracité de ses allégations, mais de comprendre s'il existe un modèle de comportement qui compromet, de manière structurelle, la fiabilité du processus décisionnel en matière de sécurité nationale. Il existe différentes interprétations quant aux effets juridiques et institutionnels que cet épisode pourrait avoir, notamment compte tenu de la nature du mémorandum et de la manière dont il a été intégré dans la dynamique parlementaire. Pour certains juristes, la lettre de démission signée par les parlementaires ne constitue pas automatiquement un déclencheur juridique, mais fonctionne comme un jalon politique ayant des répercussions cumulatives. Dans cette perspective, le document prend toute son importance en réorganisant les relations internes et en faisant pression pour que des enquêtes soient menées, ce qui jusqu'alors était considéré comme improbable au sein même de la base gouvernementale. D'autre part, les analystes soutiennent que le mouvement n'a pas encore suffisamment de force pour générer une rupture institutionnelle significative, soulignant que, sans la création d'une commission d'enquête dotée de pouvoirs étendus, l'affaire risque d'être absorbée par le cycle de récits concurrents qui caractérise l'environnement politique actuel. Parmi ces interprétations, une troisième émerge. L'impact le plus profond pourrait se faire sentir sur la confiance de la société civile dans l'impartialité du commandement des forces armées. Des enquêtes préliminaires indiquent une augmentation de la méfiance à l'égard de l'utilisation politique des structures de défense, en particulier parmi les électeurs indépendants et les militaires de réserve. Le débat se concentre actuellement sur la légitimité des ordres qui auraient été donnés, sur l'autorité de ceux qui les ont exécutés et sur l'éventuelle omission des instances supérieures face à des instructions qui auraient dépassé les limites institutionnelles. Les experts en gouvernance civile-militaire soulignent que le fait que le mémorandum ait été pris au sérieux par les dirigeants des commissions stratégiques démontre déjà que la dénonciation n'a pas été ignorée. Même si les ordres n'ont pas été entièrement exécutés, le fait qu'ils aient été émis constitue un problème systémique, révélant l'existence d'une marge de manœuvre pour des influences informelles sur les décisions militaires. Cette constatation, même sans confirmation de tous les détails opérationnels, crée un précédent délicat. Selon les experts, le risque est que la frontière entre commandement légitime et ingérence politique devienne de plus en plus floue, en particulier dans des contextes de polarisation intense. Selon les registres disponibles, certains dirigeants républicains qui n'ont pas encore signé la lettre ont commencé à examiner le contenu du mémorandum dans des salles contrôlées mises à disposition par les commissions thématiques. L'accès restreint suggère un effort institutionnel pour suivre et préserver l'intégrité du document. Les registres officiels de lecture, avec la signature et l'identification des parlementaires qui ont consulté le document, permettent de suivre la circulation de l'information au sein du pouvoir législatif et de vérifier s'il existe un lien entre le contact direct avec le texte et les changements de position publique.
Les analystes du comportement parlementaire observent que, lors de crises institutionnelles précédentes, de tels changements de position ont précédé des votes décisifs où la rupture de la loyauté partisane est devenue cruciale. Il n'y a pas de consensus sur ce qui constitue juridiquement un abus de pouvoir dans ce cas. Une partie de la doctrine constitutionnelle soutient que le président dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour déterminer l'opportunité et la pertinence des actions militaires, à condition qu'il n'y ait pas de violation directe des normes légales ou d'utilisation des ressources publiques à des fins électorales. Un autre courant soutient que le fait de lier les décisions opérationnelles à des contreparties politiques, même de manière indirecte, compromet le principe d'impartialité et peut constituer un acte d'irrégularité administrative grave. Cette divergence se reflète dans les avis préliminaires des conseillers parlementaires qui indiquent des voies différentes pour une éventuelle judiciarisation. Alors que certains soulignent que cet épisode pourrait être qualifié d'infraction éthique ou de manquement à la décence, d'autres défendent la nécessité d'une enquête pénale approfondie en fonction de la matérialité des actes décrits dans le mémorandum. Il est indéniable que cet épisode a provoqué des changements dans l'attitude d'une partie importante de la base alliée. Des parlementaires qui, jusqu'alors, évitaient les critiques publiques, ont commencé à manifester leur malaise face à la conduite de l'exécutif sur des questions sensibles. Il en va de même dans certains secteurs du ministère de la Défense, où les dirigeants intermédiaires ont commencé à renforcer l'autonomie technique et la préservation de la chaîne de commandement traditionnelle. Des sources du secteur font état de préoccupations quant à l'effet de la perception publique de l'instrumentalisation politique de l'appareil militaire sur la cohésion interne et la confiance entre les échelons. Cette crainte se reflète dans les communiqués récents d'entités représentatives qui, sans mentionner directement l'épisode, réaffirment leur engagement en faveur de la légalité et de la neutralité fonctionnelle des forces armées. Pour ces raisons, il devient de plus en plus important de suivre attentivement et en continu les mouvements institutionnels en période de crise. Ce canal surveille les événements, en privilégiant les informations documentées, les interprétations contrastées et les récits responsables. Les conséquences politiques restent incertaines. Cet épisode devrait reconfigurer les dynamiques internes des partis en cette année préélectorale. Les candidats alignés sur l'exécutif subissent des pressions pour prendre position sur la lettre et sur la légitimité des décisions présidentielles en matière de défense. Dans les États où les familles de militaires sont fortement représentées, le sujet mobilise de plus en plus les bases électorales. Des enquêtes internes, menées par des cabinets de conseil législatifs, indiquent que l'utilisation des opérations militaires comme monnaie d'échange politique est rejetée par la grande majorité de l'électorat, quelle que soit son affiliation partisane. Cela représente un défi stratégique pour les candidats qui doivent concilier leur soutien à l'administration et leur crédibilité auprès d'un public plus large. L'action de la presse et des médias d'investigation institutionnels influence également le scénario. Les rédactions cherchent à vérifier les communications parallèles entre les cabinets de l'exécutif et les membres des forces armées à d'autres occasions, afin de déterminer s'il existe un schéma de comportement ou si le mémorandum actuel constitue un cas isolé. Les résultats de ces enquêtes pourraient déterminer si le Congrès prendra des mesures plus incisives, telles que la convocation obligatoire de témoins ou la formation d'une commission d'enquête dotée de pouvoirs spécifiques. Pendant ce temps, les développements se poursuivent. La liste des parlementaires qui ont eu accès au contenu du mémorandum ne cesse de s'allonger. L'atmosphère au Congrès reste tendue, les dirigeants surveillant les effets institutionnels et politiques de la lettre. Parallèlement, certains secteurs du pouvoir judiciaire suivent la situation, tout en conservant leur neutralité en l'absence de provocation formelle. Le débat reste ouvert, le système réagit encore. Les prochaines étapes dépendront en grande partie de la manière dont les acteurs institutionnels interpréteront à la fois ce qui a été rendu public et ce qui reste confidentiel.